En 1991, dans la haute montagne des Alpes italiennes, deux randonneurs qui avaient emprunté un sentier détourné découvrirent un corps pris dans la glace. Pensant qu'il s'agissait du cadavre d'un alpiniste, ils alertèrent la police. Et ce fut le début d'une des plus incroyables enquêtes jamais menées. Le cadavre était celui d'un homme qui avait vécu plus de 5300 ans auparavant, en un temps encore largement inconnu des savants et des historiens. 5 siècles avant les alignements de Stonehenge, 20 siècles avant la chute de Troie. On surnomma le mort Ötzi. La scène de la découverte du corps révéla des pièces à conviction, vêtements, ornements, armes, qui ouvraient une extraordinaire fenêtre sur notre passé. Mais l'enquête tourna court. L'homme lui-même resta un mystère. Qui était-il? Qu'avait-il fait pour en arriver là? Et surtout, comment était-il mort? Durant plus de 10 ans, les savants ont cherché à résoudre ce mystère. Mais le corps était trop fragile, trop précieux pour qu'ils puissent l'autopsier. Ses secrets sont restés enfermés avec lui dans une chambre froide. Aujourd'hui, nous allons enfin mener l'enquête si longtemps interdite. Nous allons rouvrir le dossier Ötzi et ramener ce mort à la vie. Dis-moi. Nous utiliserons les indices du passé pour recréer le monde Ötzi. Nous réunirons à nouveau l'équipe scientifique internationale qui a analysé cette affaire au cours de ces 10 dernières années. Des spécialistes du cas Ötzi, qui savent décrypter des traces microscopiques dans la sueur, les graisses, les aliments, le sang, vont reconstituer l'histoire. À première vue, ce corps ne porte aucune trace évidente de mort violente. Ötzi devait être un personnage très important. Cela a pu faire de lui une cible de premier plan. Qu'est-ce qui l'a conduit ici? Et pourquoi a-t-il dû fuir? Il a dû mourir en 15-20 minutes. Ce sang n'appartient pas à un seul homme, mais à 2 hommes. Reconstituons ces dernières heures et rendons notre verdict dans l'affaire de l'homme de glace. C'est la plus vieille énigme policière de l'histoire. Pour la résoudre, il nous faut remonter 5300 ans en arrière. Pour la science, la découverte d'Ötzi est fondamentale, car c'est la plus ancienne dépouille humaine aussi bien conservée que nous ayons retrouvée. Elle peut nous révéler beaucoup sur l'époque à laquelle vivait Ötzi. C'est un trésor pour l'humanité. Jusqu'à la découverte de Ötzi, les savants et les historiens avaient une connaissance très incomplète de cette période de l'histoire.
Mais il savait déjà que nos ancêtres du néolithique étaient à une étape charnière de l'histoire de l'humanité, à l'aube des temps modernes. Les scientifiques savaient aussi que le mode de pensée de nos ancêtres prenait appui sur la superstition, les rituels et un lien étroit avec le monde des esprits. Otzi a offert à la science moderne de nouveaux champs d'études, ses outils, son attirail, ses armes. Ils ont apporté de nouveaux éclairages sur l'une des périodes les plus fascinantes de notre histoire. Une période que l'on a souvent considérée comme primitive et dénuée de toute civilisation. Nous avons tous visité un jour un musée et dit « Oh, regarde ce machin !» Mais ça restait un machin, un grand puzzle. Avec Otzi, nous avons l'homme et tout son attirail. Nous pouvons étudier ces outils et dire « il les a utilisés pour faire ceci ou cela ». La préhistoire devient réalité. Le corps et les affaires d'Otzi sont la clé d'un autre mystère. Qui était-il et comment est-il mort? La première piste démarre avec un indice profondément caché dans la fourrure de son manteau. Des résidus de blé. Le professeur Klaus Hegel a passé ces 10 dernières années à scruter au microscope les fragments de plantes trouvés sur le corps et alentour. Ce blé primitif est apparu au Proche-Orient et il était cultivé ici, dans les Alpes. Les hommes qui cultivaient ces zones étaient sédentaires. Ils s'étaient implantés ici. Aucun vestige du village d'Otzi n'a été retrouvé. Mais d'après les autres sites néolithiques trouvés en Europe, nous pouvons reconstituer une représentation vivante et assez précise de la communauté. C'est ce village qu'il quittera bientôt pour son dernier et fatidique voyage. Le professeur Anna Luisa Pedrotti est le plus grand expert au monde des peuplades et des cultures auxquelles Otzi appartenait. Otzi vivait à l'âge du cuivre, une époque où l'agriculture et l'élevage étaient déjà apparus dans certaines régions d'Europe. On a aussi des preuves de commerce, lequel commence à devenir essentiel dans la vie de ces gens. Au temps de l'homme des glaces, le commerce pouvait prendre une forme curieuse. On n'échangeait pas les biens mais les femmes. Les mariages intertribaux étaient le meilleur moyen d'assurer la paix.
On va y arriver, on va D'après nos recherches sur ces sociétés, les rites de passage y étaient très importants. Et ils étaient célébrés par des cérémonies spécifiques. Dans les sociétés tribales, la spiritualité imprégnait plus que tout les grandes transitions. La naissance, la mort, le passage à l'âge adulte. Et elles étaient associées à un ensemble de rites et de croyances très élaborés. Notre reconstitution du village de l'Homme de Glace nous permet de comprendre la vie à l'âge du cuivre. Mais l'homme lui-même, qui était-il? Durant plus d'une décennie, les savants se sont confrontés à ces questions. Pour y répondre, ils n'avaient que les vêtements et les effets qu'Otzi portait le jour de sa mort. Mais pour qui s'est observé, ces pièces étaient décisives. Les jambières d'Otzi, faites de lanières de cuir tressé, sont incroyablement bien conservées. On voit avec Elar, on a cousu des tendons pour les assembler. Otzi les réparait lui-même quand elles s'usaient ou se déchiraient. Quant à ce cuir, c'est un formidable indice. C'est une preuve supplémentaire que l'homme des glaces était en contact avec une société agricole. Il semble que certains de ces vêtements soient en peau de chèvre domestique. Ils domestiquaient des animaux et ils portaient leur peau. L'intérieur de ces chaussures est rembourré d'herbe. Partout les hommes font ça, car l'herbe est un très bon isolant. Les chaussures d'Otzi sont fabriquées en 3 parties. Un filet de fibres d'ortie tressée retient l'herbe isolante. Un dessus en cuir, cousu à une semelle de cuir. Otzi portait un nécessaire à couture, une alène en bois de serre. Elle lui permettait de percer les peaux pour les coudre. Un autre élément remarquable, un fragment de champignon qui pousse sur le tronc des bouleaux était conservé à côté d'une pierre à silex. Les deux ensemble, cela donne le briquet de l'âge du cuivre. Aujourd'hui encore, on nomme ce champignon petit amadou. Bien qu'il ne reste aucune trace de la langue que parlaient Otzi et ses semblables, nous savons que leur aptitude à communiquer était aussi évoluée que la nôtre. La grande erreur que nos contemporains commettent, c'est de croire que les hommes des tribus néolithiques
étaient primitifs, qu'ils étaient fondamentalement différents de nous, qu'ils n'avaient pas les mêmes émotions et qu'ils ne savaient que pousser des grognements. En bref, que c'étaient des êtres primaires. L'existence d'un langage évolué à cette époque est indéniable. On ne peut pas créer un monde aussi complexe sans langage. Pour que la communauté vive, pour fabriquer des outils, des arcs, des flèches, des couteaux et tant d'autres choses, il faut pouvoir communiquer, enseigner, parler et se répondre. Otzi avait un savoir-faire. Il savait travailler la pierre, tisser. Savons-nous encore faire cela aujourd'hui? Autour de sa taille, Otzi portait un autre objet remarquable. Un pot fait en écorce de bouleau, un récipient tout usage. En réalité, il en avait deux quand il est mort. Il portait aussi à la ceinture un couteau en silex avec un manche en bois, si affûté qu'il coupe encore après 5000 ans passés dans la glace. Et son fourreau en ortie tissé est encore assez résistant pour le protéger. Les vêtements d'Otzi étaient parfaitement conçus pour affronter les grands froids qui règnent en haute montagne. Il était très bien équipé. Mais malgré son expérience et la manière dont il s'était bien préparé, Otzi va mourir loin de son village, dans les montagnes, en moins de 24 heures. Pourquoi s'est-il dirigé là? Il porte des vêtements de tous les jours, mais aussi d'autres objets qui font douter que son départ soit tout à fait banal. Un élément exceptionnel trouvé tout au fond du récipient en bois. Des feuilles. Le plus surprenant est qu'il s'agisse de feuilles d'érable de Norvège. Où trouve-t-on cet arbre? L'érable de Norvège ne pousse qu'au sud de la grande dorsale alpine. C'est la première indication que l'homme des glaces vient du sud. Les feuilles révèlent son point de départ et donnent un autre indice. Il y avait une chose étonnante sur ces feuilles, du charbon, beaucoup de charbon. Otzi utilisait du charbon pour allumer ses feux plus facilement quand il était loin du village. C'est comme de l'amadou. Il prend bien plus vite que du bois. Les feuilles vertes le gardaient au sec. Mais cela révèle autre chose encore. Son récipient en bois de bouleau, avec les restes de feuilles, prouve qu'il avait programmé son expédition dans les montagnes. On ne fait pas ce genre de choses quand on part précipitamment. Le voyage débute donc au sud des montagnes et a été soigneusement préparé. Mais quand est-il parti? Le point de départ du voyage pourrait-il en éclairer l'objectif? La réponse repose dans l'estomac de l'homme des glaces et dans son dernier repas. Des prélèvements ont révélé des restes de viande de biche, soit séchée, soit fumée. Des traces de blé concassé, de grains d'orge, de fleurs, bien travaillés, bien cuits, probablement dans une sorte de pain. Et des traces de pollen des arbres et des plantes alentours qu'il a dû ingérer en buvant de l'eau. Et c'est le pollen qui donne la réponse. Car il vient surtout d'un arbre spécifique, le charme. Et cela nous indique l'époque de sa mort. L'homme des glaces a ingéré ce pollen au printemps, car le charme fleurit exactement entre fin avril et début mai.
of April to May. So this is a precise C'est la preuve irréfutable qu'il était plus au sud entre 9 et 12 heures avant de mourir. in between 9 to 12 hours before he died. Ozzy vit donc dans le sud. C'est le printemps et il part vers le nord pour un voyage soigneusement préparé dans les montagnes. Cette certitude permet même d'émettre une nouvelle hypothèse quant à la raison de ce voyage. Car aujourd'hui encore, dans cette partie des Alpes, les gens du coin empruntent chaque année le même sentier pour amener leurs animaux paître dans les hauts pâturages alpins pendant les mois d'été. Ce qui nous amène à la conclusion suivante. Ozzy était un berger. Cette théorie est encore renforcée par le fait qu'un ancien sentier de berger passe juste à quelques mètres de l'endroit où le corps d'Ozzy a été retrouvé. Il apparaît qu'Ozzy avait de l'expérience pour entamer une telle ascension. Et pourtant, il n'y a pas arrivé. Pourquoi? Encore autre chose. Ses ongles abîmés par des crevasses et des bosses appelées lignes de boue nous donne une nouvelle pièce du puzzle que représente sa mort. Peter Van Hazes est médecin légiste, spécialisé dans l'interprétation des indices cachés dans le corps lui-même. Une croissance osseuse interrompue, lisible dans les dents ou les ongles, indique une période d'immobilité due à une maladie. Ça peut être une infection, une septicémie. Ça peut être une blessure traumatique qui a forcé la personne à rester immobile pendant un certain temps. Il y a plusieurs hypothèses. Les ongles d'Ozzy révèlent 3 périodes de croissance interrompues, qui pourraient correspondre à 3 périodes de maladie les 2 derniers mois avant sa mort. Avait-il été malade quelques jours avant d'entreprendre un voyage long et pénible? Je pense qu'il devait souffrir d'une maladie grave, ou plutôt d'une série de troubles. Et il est possible qu'un homme affaibli meure du simple fait d'être exposé aux rigueurs de la montagne. Malgré l'expérience ou la préparation, la moindre petite faiblesse physique a pu mener Ozzy au désastre, particulièrement dans des conditions imprévisibles, propres au printemps dans les Alpes. Soyons clairs, grimper dans la montagne à cette altitude et dans des conditions climatiques rudes, c'est déjà un risque en soi. Les alpinistes, même chevronnés, disparaissent ainsi. Pour l'époque, c'était un homme âgé, qui n'avait peut-être plus toutes les forces requises. Dans la neige, peut-être s'est-il surestimé. Il a été vaincu par les éléments. Ça me semble d'autant plus cohérent qu'il a peut-être été pris dans une tempête de neige. Nous n'en savons rien.
Le verdict disant qu'Otzi était un berger isolé resta incontesté pendant les 10 ans qui suivirent la découverte de son corps. Cela allait avec notre idée du monde pastoral des origines. Un monde de bergers et de chasseurs, un ciel immense et un environnement sauvage. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est faux. Les sciences nouvelles le prouvent. L'hypothèse même qu'Otzi était un berger s'effondre. Durant la fouille du site, on a trouvé de nombreux excréments d'animaux. Dung pellets were found. All these dung pellets, they come from wild game. Ces excréments sont ceux de gibier sauvage, tels des bouquetins ou des chamois. So we don't have Nous n'avons aucune preuve que des troupeaux aient été menés par ici entre 2000 et 5400 avant Jésus-Christ. across this place in between 2000 and 5400 BC. So I would say Je pense qu'Otzi n'était pas un berger. he's no shepherd. So if this Mais s'il n'était pas un was not a berger, shepherd, who was he? alors qui était-il? What was he Que doing? faisait-il là? Why Pourquoi est-il mort? to die? Le mystère de la mort d'Otzi demeure donc intact. Et c'est pourquoi l'enquête sur la mort de l'homme des glaces est réouverte aujourd'hui par les mêmes savants qui ont travaillé pendant des années à résoudre l'énigme. Nous allons réunir des nouvelles données, explorer d'autres hypothèses, afin d'aboutir à un nouveau verdict. Pour trouver la première piste, arrêtons-nous déjà à un objet remarquable, trouvé près du corps d'Otzi. Une hache en cuivre. Voilà un nouvel élément qui semble apporter un nouvel éclairage sur l'identité de Otzi. Otzi était un personnage très important, avec un rôle prestigieux dans sa communauté, son village. Et je peux l'affirmer car il possédait un des objets les plus importants de son temps. Une hache en cuivre. Tous n'en avaient pas. Il devait jouer un rôle social très spécifique, ce qui a pu faire de lui une cible de premier plan. La simple possession d'une hache en cuivre ennoblissait Otzi. Mais imaginez qu'il ait su en fabriquer une, qu'il ait été forgeron. Il ne fait aucun doute que ceux qui savaient travailler les métaux avaient une importance fondamentale, car c'était une spécialisation qui n'était nullement à la portée de tous. Ils devaient être considérés comme des sortes de chamans, dotés de pouvoirs exceptionnels. Des pouvoirs magiques. Pourquoi? Parce qu'ils produisaient des objets que les autres ne savaient pas fabriquer. Le cuivre était rare dans cette région. Donc un forgeron devait certainement voyager de village en village pour pouvoir vivre de son activité. Peut-être troquait-il ses compétences en échange de biens. Il devait donc être un commerçant et un étranger. Quelles nouvelles hypothèses peut-on émettre avec cette hache et ce cuivre? Le cuivre devait entrer dans les échanges économiques sous forme de hache. Quand elles étaient usées, on le recyclait. Otzi a pu participer à ce processus.
Travaillant le métal, il aurait passé sa vie à refaçonner le cuivre, à recycler les haches des gens, dégageant son propre surplus de cuivre qu'il pouvait troquer. Through that, acquiring a surplus of copper that he could trade on his own account. Voici de quoi rebâtir entièrement le dossier de l'homme des glaces. Il ne vit pas dans un village, c'est un commerçant itinérant et un forgeron. Un étranger aux dons précieux mais mystérieux. Un homme utile mais peut-être à craindre. En tant qu'étranger, Otzi devait attiser la méfiance. Il n'était le bienvenu qu'en fonction des biens qu'il apportait, car l'échange de biens était fondamental pour tous. L'échange de biens devait être une des clés de la paix entre communautés. Troc de cuivre, de silex pour fabriquer des outils. On a trouvé des restes de coquillages, des colliers, des bracelets décoratifs. Tout ce qui avait une valeur était matière à échange. Et bien sûr, l'échange d'objets précieux étant déjà répandu, il est probable que les gens voulaient aussi s'en emparer. Un autre indice se trouve sur le corps même d'Otzi. D'étranges marques faites avec une lame et du charbon pilé. Des tatouages. Ces tatouages sur son corps sont fascinants. Ils ne sont pas figuratifs comme ceux des momies sumériennes couvertes de grands et beaux dessins. Ce sont juste des traits à des endroits cachés du corps. Les tatouages forment deux groupes de part et d'autre de la colonne vertébrale. Ils sont placés à l'endroit typique des douleurs lombaires. Le mystère des tatouages peut être résolu en comparant leur place avec les points clés de l'acupuncture chinoise traditionnelle. C'était sans doute une forme de médecine ancienne utilisée alors. Elle utilisait des tracés parallèles aux lignes de l'acupuncture. Les gens devaient penser qu'en agissant sur certains points du corps, on se sentait mieux. Les radios des os et articulations de l'homme des glaces révèlent pourquoi il aurait pu avoir recours à un traitement par tatouage. Il avait de l'arthrose. Quand on regarde ces radios, on voit à quelles articulations il avait de l'arthrose. Et c'est justement là que sont placés les points de ces tatouages. Il semble bien qu'il y ait un lien entre les deux. Ils ne sont pas placés là par hasard, comme des tatouages ordinaires. Les tatouages nous renseignent sur l'état de santé d'Otzi et aussi sur leur caractère sophistiqué. Mais ces tatouages étaient-ils inhabituels? Se singularisaient-ils encore plus dans le village avec ses marques de guérisseur? Nous n'en savons rien. C'est le seul corps de cette époque que nous ayons. Impossible de dire si c'était un homme exceptionnel ou ordinaire. Bien que l'on parvienne à une représentation de plus en plus riche du monde de Otzi,
La science n'était pas pour autant parvenue à résoudre le mystère de sa mort. C'est alors que 10 ans après la découverte du corps, une révélation stupéfiante tombe. Cette mort n'est pas une mort naturelle. J'avais abouti à la même conclusion que le professeur Spindler et les autres. Il est mort de mort naturelle. Il est tombé en hypothermie et s'est évanoui. C'est tout. Et soudain, le choc. Il a une pointe de flèche dans le dos. Le 27 juin 2001, une radio de routine révèle une ombre mystérieuse que personne n'avait vue pendant plus d'une décennie. Un scanner décèle un objet de 2 cm sur 3, une pointe de flèche. D'abord, on a un corps, et dans l'épaule gauche, une pointe de flèche. Et une blessure récente dans le dos de l'homme des glaces. Rien de plus. Je ne dis qu'une chose. Il est évident que l'homme des glaces a été abattu par derrière. La pointe de flèche elle-même nous renseigne sur l'assassin. Les rayons X prouvent que la pointe de flèche trouvée dans l'épaule d'Otzi a la forme typique de celle qu'on trouve dans les Alpes du Sud. Les pointes de flèche des Alpes du Nord ont toujours une base plate, comme celle-ci. J'en conclus qu'Otzi a été tué par quelqu'un qui vivait dans les Alpes du Sud, près du lieu où son corps a été retrouvé. Donc, Otzi a été abattu par derrière. Peut-être par quelqu'un qu'il connaissait, ou venait juste de rencontrer. Pourquoi? Quelle situation peut amener un groupe à abattre un étranger par derrière? Pour éclaircir cela, nous devons comprendre la complexité des relations qui existaient dans le monde de l'homme des glaces. Les mythes et les légendes que les hommes racontent n'ont pas uniquement valeur de divertissement. Car comment occuper les longues soirées d'hiver sinon en racontant des histoires? Elles servent aussi à donner un sens à l'existence des hommes en fonction de ce qu'ils perçoivent autour d'eux. Toujours les grandes questions. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Etc. Quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, il y a toujours ce récit d'un temps, après la création du monde, où les animaux et les hommes parlaient ensemble. Ils parlaient le même langage. Puis quelque chose se produit qui les sépare, et les animaux et les hommes ne se comprennent plus. C'est universel. Il est arrivé un moment où les hommes ont compris qu'ils étaient différents des animaux. Ça n'a rien à voir avec la domestication. C'est un progrès dans la conscience de l'humanité. La transformation de la terre en métal, la maîtrise du feu et la refonte du métal. On fond le métal, il perd sa forme, et on peut lui donner une nouvelle forme. C'est assez magique et ça reste magique aujourd'hui encore de voir couler du métal en fusion.
Dans un monde où les transitions sont si importantes, on comprend aisément qu'un homme qui sait transformer les métaux soit vu comme un chaman, un homme de pouvoir. Et dans un monde aussi superstitieux, constamment menacé par des dangers imprévisibles, l'équilibre peut être rompu à tout instant. Dans une situation de détresse, qui n'aurait pas cherché l'aide du puissant étranger au pouvoir magique? Si Otzi avait le pouvoir de changer la pierre en métal, peut-être avait-il le pouvoir de transformer l'état du blessé. Nous sommes constamment confrontés à la complexité du monde d'Otzi et au savoir de ces hommes. Tous les peuples indigènes ont une connaissance très intime des plantes et des animaux avec lesquels ils vivent. Otzi devait connaître les vertus des herbes et des plantes. Ainsi, une herbe servait à se désinfecter les mains. On peut penser qu'Otzi menait une vie primitive. Mais ces hommes étaient aussi évolués que nous. Leur technologie était sophistiquée pour leur temps, la nôtre l'est pour notre temps. On a trouvé près d'Otzi ce qui semble être comme une trousse de premier secours. On a même retrouvé des fragments de champignons médicinaux sur une lanière en cuir qu'il devait probablement utiliser pour stopper les saignements. Ces champignons sont de la même famille que ceux utilisés comme astringents jusqu'à la fin du XIXe siècle, pour accélérer la coagulation du sang et la cicatrisation. Jawa! 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 Jawa!
Si la magie de l'étranger devait échouer, il ne serait plus alors vu comme un sauveur, mais comme un traître et un paria. L'homme des glaces a donc pu quitter le village sans préparer son voyage, dans la précipitation, pour fuir un danger. Il n'aurait alors eu le temps de prendre que le strict nécessaire à sa survie. Un départ si précipité peut expliquer un autre mystère. De toutes les flèches de son carquois, seules 2 ont des pointes prêtes à l'emploi. Il n'a pas eu le temps de finir les autres. Il est parti vers les montagnes sans défense, car il fuyait. Il était seul aussi, ai-je du mal à m'expliquer comment il a pu extraire la flèche de son cœur. Notre architecture musculaire ne nous permet pas de retirer des choses dans notre dos. Plus bas, oui, mais pas à la hauteur des omoplates. Il n'a pu le faire qu'en changeant la direction de la flèche. The direction of the arrow. So ce qui a dû être très douloureux. Very painful. Quelle structure anatomique trouve-t-on ici?
Il y a une artère grosse comme mon doigt. Il y a une veine grosse comme mon pouce. Et des structures nerveuses qui descendent du cou et vont dans le bras gauche. 3 structures anatomiques importantes. Il devait avoir une immense difficulté à déplacer son bras et son épaule gauche. Donc, dès le départ, une restriction de mouvement. L'hémorragie devait l'affaiblir, plus le choc d'avoir été blessé aussi. Tout cela peut entraîner bien des complications. Il a dû perdre beaucoup de sang et je suis convaincu que sa blessure était très douloureuse. Si l'artère était touchée, il a dû mourir en 15-20 minutes. Cette seconde théorie est séduisante. Otzi n'était pas de cette région. C'était un commerçant, un voyageur, un étranger. Il a commis une sorte de transgression et a été puni pour ça. Mais même cette nouvelle explication de la mort d'Otzi pose un problème qui remet tout en question. Je doute qu'il ait été blessé juste avant de mourir. Car le mobile du meurtrier reste problématique. La nouvelle est sensationnelle. On l'a assassiné. Quelqu'un s'est faufilé derrière lui, lui a tiré dans le dos, et il est mort. Mais après l'avoir tué, pourquoi l'assassin n'a-t-il pas pris sa hache en cuivre? Si je voyais une hache pareille à cette époque-là, je l'aurais prise parce qu'elle était extrêmement précieuse. C'était un symbole de grand prestige, autant qu'un objet très prisé, très utile. Une pointe de flèche dans la zone de l'omoplate, ça n'implique pas la mort. Si la précieuse hache de Otzi n'a pas été dérobée et que la blessure de flèche n'a pas été fatale, peut-être est-ce parce qu'il n'y a pas eu d'assassin du tout. Alors, c'est un terrifiant scénario qui se dessine. Le scanner montre une double perforation à l'omoplate. Cette flèche aurait transpercé l'os de part en part, puis l'os a commencé à se calcifier. Cette flèche était-elle là depuis des semaines, voire des mois, ce qui aurait donné à Otzi tout le temps de se rétablir. Otzi n'est donc pas mort comme un étranger que l'on aurait abattu dans le dos. C'était bien un villageois, probablement un chef étant donné sa hache en cuivre. La blessure de flèche n'est pas la preuve de son meurtre, mais démontre qu'il a vécu en des temps très violents. Il y a une autre façon cohérente d'interpréter les faits, qui fournit une version plus riche des circonstances de la mort d'Otzi. Un récent examen du corps d'Otzi a révélé un nouvel indice, une entaille profonde à sa main droite. La blessure est très profonde. Elle entaille la peau, mais aussi les muscles et l'os. Il est impossible de se blesser ainsi en travaillant. C'est typiquement une blessure due à un geste de défense.
Cette blessure remontait à près de 18 heures. Avec ces éléments, on arrive à un scénario très violent. À la base d'un troisième et dernier scénario, une expertise ruine l'idée selon laquelle Otzi était un étranger. L'examen des dents et des os d'Otzi, effectué tout juste l'an passé, révèle de nouveaux indices qui excluent définitivement l'hypothèse du marchand ambulant travaillant le métal. Les dents nous indiquent qu'il a grandi au fond de la vallée. En effet, on retrouve les mêmes oligo-éléments dans ses dents et dans les eaux de source de la vallée. Quand les dents se forment, les oligo-éléments absorbés passent dans l'émail qui les recouvre, et ensuite les dents ne changent plus. Les oligo-éléments indiquent où l'individu était quand ses dents définitives se sont formées et ont poussé. L'expertise conclut qu'il n'a jamais dû s'écarter de plus de 60 km de son lieu de naissance. Par conséquent, il n'a pas voyagé bien loin. S'il avait été un commerçant ambulant, les oligo-éléments auraient laissé une toute autre signature. Ce n'est pas le cas. Quelle que soit la façon dont il est mort, Otzi n'était donc pas un étranger et n'a pas été tué par derrière. Sa blessure par flèche devait remonter à plusieurs mois. Il s'en était complètement remis. Le mystère de sa mort n'est pas éclairci. Mais il peut s'expliquer si l'on change notre vision de cette époque. Il faut réinterpréter radicalement notre passé en prenant en compte la lutte pour la survie. À la fin du néolithique, les hommes ont pénétré dans les Alpes et les vallées. Il leur fallait s'étendre territorialement. Cette ère nous a laissé 1000 preuves qu'ils se disputaient très violemment leurs maigres ressources. Au cœur de cette lutte repose très vraisemblablement une découverte qui définit la période même à laquelle Otzi a vécu, le cuivre. D'une certaine façon, la découverte du travail des métaux a intensifié les conflits entre les groupes. Il faut savoir que le cuivre ne se trouve pas partout. Quand une mine était épuisée, il fallait en trouver ailleurs, d'où les conflits. On a du sang de 4 individus différents. 2 sangs différents sur une des flèches, un sur la lame de son couteau, un 4e sur son habit. Ce n'est ni son sang, ni celui d'aucun des autres. Donc, Otzi est un ancien de son village, un guerrier ou un chef. Quelle que soit la raison du sang sur ses vêtements et ses armes, de sa blessure à la main, nous savons que dans quelques heures, Otzi sera mort. Le village est menacé et doit affronter un ennemi inconnu, violent et effrayant. La communauté entière est en danger.
Il se peut que les totems aient été vénérés par ces hommes. Et nous savons que les animaux représentaient des significations rituelles. Animal totémique, l'aigle est considéré comme un esprit puissant un peu partout dans le monde. Les renards et les aigles sont de bons tueurs. Otzi vivait en un temps très violent. Dans un site voisin de la même époque, il y a 5000 ans, on a mis à jour une sépulture avec des squelettes d'enfants, de femmes et d'un ancien qui a reçu 9 coups de hache dans le crâne. Ce n'est pas juste « boum » et je te prends tes affaires, c'est beaucoup plus méchant que ça. Une flèche d'Otzi est maculée de sang. Mais la séquence ADN indique qu'il ne s'agit pas du sang d'un seul individu, mais de deux. Ces 2 sangs humains sur sa flèche signifie qu'il a tué 2 personnes et qu'à chaque fois, il a pu récupérer sa flèche. C'est intéressant quand on y pense. La piste du sang mène au manteau de Otzi.
peut-elle nous mener aussi au meurtrier? Nous avons fait des prélèvements pour trouver du sang sur lui. Son vêtement est un puzzle qui a été reconstitué très patiemment. Nous n'avons pas pu le retourner, car il est trop fragile. Mais dessus, on a trouvé du sang humain appartenant à une autre personne. Au total, nous avons 4 séquences d'ADN différentes. Ian! Ja. Dagi! Zurück! Jojo. Was ist das? Hör mal da! Wo ist das? La seule issue depuis la vallée d'Otsi vers le massif des morts, c'est par les montagnes et l'ancien sentier. Mais prendre cette route par mauvais temps et sans être bien équipé, c'était du suicide. Otsi est-il redescendu de la montagne, tentant désespérément de s'équiper avant de fuir pour sauver sa vie? Si c'est le cas, les affaires que Otsi avait avec lui quand il est mort était tout ce qu'il avait pu sauver de son village anéanti avant sa fuite désespérée. Quoi que Otsi ait pu penser de ses chances de survie dans la montagne en ce début de printemps, il n'avait pas d'autre choix que d'essayer de passer.
Peut-être le temps serait-il clément et l'épargnerait. Mais dans le cas contraire, il n'avait aucune chance. On ne peut pas s'empêcher de se demander quand il a compris qu'il n'y arriverait pas. Nous avons un homme de 46 ans, loin d'être dans la meilleure forme physique, souffrant d'arthrose, épuisé par la haute altitude. Il a pu penser qu'il allait bien, mais n'a pas réalisé que grimper à cette altitude et dans des conditions extrêmes était de la folie. Il avait aussi une pointe de flèche dans son épaule gauche et une blessure profonde à la main. Il devait certainement fuir. Il avait échappé à une attaque, mais quand cela s'est-il produit, je ne suis sûr de rien. Il est possible que, dans un grand état de faiblesse, il ait voulu rentrer, mais qu'il n'ait pas pu. Aucune de ces choses seule suffirait à le tuer. Mais toutes ensemble, elles peuvent expliquer la mort de l'homme des glaces. Après 14 ans d'enquête, un scénario captivant est dessiné. Otzi était un guerrier, peut-être un chef. Il a été impliqué dans de violentes batailles, mais a certainement été terrassé par les forces de la nature et la gravité de ses blessures. Le corps d'un homme mort plus de 3000 ans avant Jésus-Christ nous raconte une histoire extraordinaire et révèle un monde incroyable. La science ne permet pas de percer complètement le secret de la mort de l'homme des glaces, mais nous restons fascinés par la magie et le mystère de sa vie. Le dossier Otzi reste ouvert. Mais il reste encore une énigme. Non pas celle de la mort d'Otzi, mais plutôt celle de sa vie. Admettons le troisième scénario selon lequel Otzi était un membre influent de sa communauté et qu'il est mort dans la montagne après un violent combat. Et demandons à 3 experts mondialement reconnus de l'âge néolithique de nous aider à mieux comprendre qui étaient nos ancêtres. Le professeur Colin Renfrew, le docteur Marie-Louise Sorensen de l'université de Cambridge et l'archéologue David Freeman. Ensemble, ils vont explorer les défis qu'affrontait quotidiennement l'homme des glaces et ses semblables. L'ingéniosité dont ils faisaient preuve pour y faire face et la façon dont les survivants du village d'Otzi ont supporté la perte de leurs proches, y compris celle d'Otzi lui-même. Pour comprendre ce que ces gens ressentaient et pensaient il y a 5300 ans, nous devons d'abord comparer le cerveau et l'intelligence de nos ancêtres génétiques aux nôtres. Quand on considère la vie dans les villages alpins, il faut d'abord souligner que ces gens sont physiquement quasi identiques à nous. Ils ont plus ou moins le même ADN.
Ils arrivent donc au monde avec des capacités exactement semblables aux nôtres. Ils parlent, comme vous et moi, un langage très élaboré, peut-être une langue indo-européenne comme la nôtre. C'est très difficile à dire, car on parle d'une époque qui précède de 2000 ans l'apparition de l'écriture en Europe. Mais on peut être sûr qu'ils pouvaient exprimer des idées sur la religion aussi clairement que nous le faisons aujourd'hui. Si leur langage était essentiellement identique au nôtre, à quoi pouvait alors ressembler une soirée au coin du feu? Les soirs ordinaires, ils ne devaient pas raconter beaucoup d'histoires, sauf peut-être aux enfants. La plupart des histoires, des contes, des chansons étaient réservées pour les grandes occasions, les grands rassemblements. Nos ancêtres ne différaient pas de nous par leur aptitude ou leur intelligence, mais par les défis fondamentaux qu'ils devaient relever au quotidien. Ça tourne presque toujours autour d'une question de subsistance. La nourriture est la force motrice de la plupart des communautés. Et le bien-être des groupes est assuré s'ils ont assez à manger, assez de nourriture en réserve, assez de bétail à disposition. Ainsi, s'ils ont besoin de viande, ils peuvent tuer des animaux. C'est ce qui assure le maintien de la communauté. Pour trouver de la nourriture, Otzi et les siens devaient tirer un maximum de ressources de la forêt alentour. Il est clair qu'Otzi aimait chasser. Ce devait être un des grands plaisirs de sa vie. Ça devait lui procurer un merveilleux sentiment de liberté. Il a des vêtements en peau de chamois. Il l'a sûrement tiré pour le bonheur de chasser. Il a certainement tué quelques cerfs. Ce devait être son passe-temps préféré. Je l'imagine partir comme un vieux braconnier qui prenait des risques et surprenait tout le monde en revenant le lendemain avec un cerf ou bien des lièvres. D'après les objets trouvés sur son corps, Otzi était constamment sur le qui-vive pour trouver à manger. Il est prêt et guette tout ce qui peut se présenter. Quand on est en montagne, on peut croiser n'importe quoi, un cerf, un loup, il est prêt. Il bande son arc dès qu'il voit quelque chose bouger. Et il tire. Comme ça, il ne rate pas une occasion. Pratique typique de son temps, Otzi chassait surtout avec son arc, dont il prenait grand soin. Un arc long fait d'une seule pièce de bois. En le pliant, on peut voir où il faut encore raboter le bois pour obtenir une courbe bien régulière. C'est un travail assez simple. Le tir à l'arc, c'est avant tout une question de pratique. Plus l'arc est grand, plus il nécessite de force et plus il est difficile de s'en servir. Car il faut se muscler le haut du corps. Il faut avoir tiré à l'arc toute sa vie. Les objets d'Otzi nous indiquent que les hommes du néolithique ont développé le commerce des outils, des ornements et des aliments qu'ils produisaient. Mais Otzi pouvait se passer de ce troc, car il pouvait se suffire à lui-même. Nous avons cette curieuse conception d'avoir à gagner notre vie. Eux n'avaient qu'à se nourrir, à se vêtir, c'est tout ce qu'ils avaient à faire. Nous travaillons beaucoup plus que ces hommes des origines, car nous travaillons pour quelqu'un d'autre. Quand on travaille pour soi, on fournit un effort en fonction de ses besoins. On travaille à ses récoltes, on fait ses vêtements, on construit sa maison. Personne ne tire un profit de vous, donc on travaille moins. Tant qu'il y avait des bêtes à chasser et que leur récolte était bonne, Otzi et les siens avaient toutes les chances de survivre à court terme. Mais il y avait un problème plus fondamental lié à la survie du groupe sur le long terme. Ils devaient trouver des partenaires à l'extérieur pour éviter la consanguinité.
Ça crée des problèmes en permanence. Comment trouver des partenaires pour s'unir? Comment prendre contact avec les tribus qui vous entourent? On a besoin des étrangers et des inconnus. Mais la crainte qu'ils inspirent devait créer une profonde tension au sein de ces sociétés. Comment ces mariages étaient-ils arrangés? On arrangeait probablement les rencontres dès l'enfance. Puis, quand les adultes trouvaient qu'elle était vraiment prête pour lui, ils devaient organiser l'union. L'idée de quitter son village à 12 ou 13 ans devait être une perspective assez effrayante pour la plupart des filles. Même si elles connaissaient déjà les gens de l'autre village, elles quittaient leur famille. Elles ne faisaient peut-être que passer de l'autre côté de la montagne pour vivre à une demi-journée de marche, mais partir ailleurs devait représenter un pas important. Ça faisait sans doute partie du rituel du passage à l'âge adulte, une sorte d'initiation. Et comment une jeune fille s'intégrait-elle à sa nouvelle communauté? J'imagine qu'au début, pour se faire sa place dans le village, on la confiait peut-être à une famille. On peut s'attendre, et elle devait s'attendre, à ce que, quelques années plus tard, elle devienne mère et prenne alors la tête de son propre foyer. Elle devait se préparer à cet avenir de bonheur familial. Mais sa nouvelle vie n'était pas sans présenter de graves dangers. L'absence de médecine, le taux de mortalité des femmes en couche et des nourrissons était extrêmement élevé. La grossesse est une chose que les femmes modernes envisagent sans crainte, car elles peuvent compter sur un suivi médical. Mais avant, la grossesse était toujours un moment dangereux. Et la mise au monde était toujours considérée comme un événement important et critique, car la mère ou la mère potentielle devenait un personnage important. Mais il y avait un si grand risque que la mère et l'enfant meurent. Aussi imagine-t-on combien les cris du nouveau-né pouvaient être extraordinaires et merveilleux à entendre pour la communauté. Et à quoi ressemblait la vie de famille d'Otzi? Otzi est un des plus anciens de la communauté. Il a dû survivre à beaucoup de gens. Il a survécu à de nombreux hommes, mais surtout à de nombreuses femmes de sa communauté. Alors à ce stade de sa vie, il a probablement déjà fondé plusieurs familles. Ou alors, il est dans une situation où il n'y a plus de femmes pour l'épouser, et il est devenu quelqu'un de très solitaire. D'après ce que nous savons d'Otzi et des objets qu'il portait sur lui, quelles étaient ses pensées et ses sentiments? Quelle relation avait-il avec ses semblables? À la question de savoir quel genre d'homme il était, nous avons déjà des réponses assez claires. Si on rencontrait Otzi, on se dirait que c'est quelqu'un de très compétent, de très habile. Je pense qu'il était très secourable. Il avait sa trousse médicale de premier secours. Je suis persuadé qu'il s'en servait aussi pour soigner les autres. Et il avait une solide expérience derrière lui. Un peu comme le maire d'une communauté rurale sur les conseils duquel on pourrait compter. À l'époque néolithique, la tragédie était toujours au coin de la rue. Comment ces gens vivaient-ils la mort d'un des leurs? Toute mort devait créer un choc dans la communauté. Nous ignorons à quel point ils étaient superstitieux. Nous ignorons s'ils croyaient en des dieux, s'ils croyaient aux esprits. Ils avaient déjà commencé à créer des lieux rituels dans les paysages, avec des pierres levées et probablement aussi des bois sculptés. Était-ce pour s'attirer des protections ou pour se guider? Nous n'en savons rien. Mais ils avaient déjà commencé à penser selon des modèles religieux.
dans ces temps de tragédie que les religions primitives seraient apparues. Il devait avoir un cadre de croyance très fortement établi, dans lequel le soleil et la lune jouaient un rôle important. Il devait aussi croire en des esprits reliés à des animaux particuliers. Il pouvait croire en des esprits plus larges et aussi à la foudre, au tonnerre. Nous connaissons un peu leurs rites funéraires. Les morts étaient enterrés avec grand soin, preuve qu'ils marquaient un grand respect pour leurs ancêtres. Et cela devait occuper une place importante dans leur système de croyance. Mais peut-être le plus grand danger à l'époque d'Otzi venait des autres hommes. Nous savons, grâce à la découverte de fosses communes, qu'on se massacrait il y a 5000 ans. Nous savons que nos ancêtres étaient capables de violences extrêmes. Si son village redoutait une attaque imminente, Otzi a dû jouer un rôle clé en rassemblant le groupe et en organisant sa défense. Les armes ont dû être vérifiées et Otzi a dû soutenir ses défenseurs. L'hostilité existait, c'est évident. Et hélas, les flèches ne servaient pas que pour chasser. Otzi devait être un adversaire très rusé et très résolu. Mais cette fois, les assaillants ont dû réussir à passer les défenses du village. Chasseur et combattant expérimenté, Otzi a dû tout faire pour combattre l'ennemi. Il a dû se servir de sa hache comme d'une arme redoutable. Des haches comme celle-ci ont dû être utilisées pendant des milliers d'années. D'abord avec une tête en pierre, puis ensuite, quand le métal est arrivé, ils ont transformé la pointe. On pense qu'elles étaient rares parce qu'on n'en trouve pas souvent. Dans le troisième scénario de la mort d'Otzi, les survivants du village ont été séparés de l'homme des glaces. Ils ne vont plus jamais le revoir. Comment sa disparition a pu affecter les gens qui vivaient avec lui? Cette mort en solitaire d'Otzi a dû être un choc affreux pour sa communauté. Il ne pourrait plus rejoindre ses ancêtres. Il n'avait pas de corps à pleurer, d'ossements à inhumer avec les ossements de sa famille. Ils ont tous dû monter dans les montagnes pour le chercher. Il n'y a pas de deuil possible quand il n'y a pas de corps. Oui, la communauté a dû être très durement frappée. La disparition d'Otzi a dû être une grande perte pour les gens de son village. Mais tandis que tous s'évanouissaient sans laisser de traces, la dépouille d'Otzi a été conservée par la glace. 5300 ans plus tard, la tragédie de la mort d'Otzi a offert à l'archéologie moderne un de ses plus grands trésors. La valeur de cette découverte tient à ce qu'elle réunit tous les éléments essentiels. Nous avons sa trousse médicale d'urgence, nous savons comment il faisait du feu, nous savons tout un tas de choses, et c'est ce qui rend cette découverte exceptionnelle. Ce scénario de sa mort et de sa vie quotidienne est vraiment fascinant, car c'est une merveilleuse résurrection. Pour moi, Otzi est bien sûr et avant tout une formidable preuve archéologique. Mais quand on réunit tous ces éléments, on aboutit à une personne. Et avec cette personne, on découvre l'ensemble d'une société. Pour moi, la mort d'Otzi fonctionne comme une machine à remonter le temps. On ne peut reculer dans le temps pour voir comment on vivait auparavant, mais de façon inexplicable, cette vie en hibernation a traversé les âges jusqu'à nous et nous pouvons voir tout ce qu'il possédait, portait sur lui, transportait, utilisait. Ça nous donne une vision incroyable d'une période sur laquelle n'existe aucun écrit. Nous sommes là au-delà de l'histoire. Nous plongeons en pleine préhistoire, et c'est un véritable cadeau que nous a légué Otzi.